D'abord, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité en dernière minute parce que je suis très très content d'être ici. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai donc enseigné l'immunologie au Collège de France pendant 14 ans, je crois. Vous connaissez la règle du Collège de France, c'est que premièrement, on n'enseigne jamais deux fois la même chose, donc il faut changer de cours tous les ans. Donc on a un petit aiguillon parfois douloureux mais extrêmement stimulant pour explorer le champ. Et deuxièmement, on ne sait pas qui vient au cours. Et donc c'est assez surprenant au départ parce qu'on ne sait pas qui est là, etc. Donc moi j'avais quand même quelques repères dans la salle pour vérifier si oui ou non j'étais compris, et notamment ma fidèle épouse qui a fait de la philosophie, et quand elle pigeait pas, je voyais bien qu'elle pigeait pas. Voilà, parce que je la connais bien, et avec deux, trois repères comme ça, on arrive finalement à se calibrer, non pas qu'il s'agisse de vulgarisation, ce qui est vraiment le mot prohibé au Collège de France, mais de l'explicitation de façon à rendre les choses compréhensibles au plus haut niveau si possible. À la suite de ça, en devenant professeur émérite, je me suis retrouvé dans un bureau avec des kilos de documentation. Je me suis dit, je mets tout à la poubelle, à quoi ça sert? Et puis j'ai décidé de faire le bouquin que j'avais promis de faire d'ailleurs depuis 25 ans. J'ai eu un mal fou à faire ce livre jusqu'au moment où ça s'est débloqué. Et ça s'est débloqué lorsque j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai totalement déconstruit les plans des manuels d'immunologie. Et la deuxième chose, c'est lorsque j'ai élargi le champ. Alors, ça a donné un livre dont je suis maintenant assez heureux, je dois dire. L'éditeur m'a fait cadeau pour vous de 3 ouvrages, donc je laisse Françoise les distribuer parce que je ne saurais à qui les attribuer. Mais le point clé, c'est que je l'ai... il m'a semblé qu'il y avait là une expérience au niveau propédeutique qui méritait d'être partagée. J'en ai discuté avec des collègues marseillais, en fait, qui préparent un enseignement d'immunologie qui est semi-audio, donc Philippe Naquet et Jean-Yves Cesbron à Grenoble. J'ai fait l'introduction de ce cours semi-audio en me fondant sur ce livre. Et l'idée globale est que peut-être à partir du décalage, parce que j'ai vraiment décalé les choses pour faire ce livre, il y a peut-être quelque chose d'utile dans l'enseignement. En tout cas, eux sont en train de le tester finalement, donc de faire l'expérience avec un certain nombre d'étudiants. Alors, je suis évidemment conscient que premièrement, ça n'est pas forcément la meilleure chose à faire, donc c'est à expérimenter, à voir. Que deuxièmement, il y a évidemment beaucoup de niveaux différents d'explicitation de ce qu'est l'immunologie. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est quand même vous exposer rapidement la manière dont j'ai vu les choses. Et puis, si jamais ça peut vous servir, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver. Je trouve que la beauté d'un livre, c'est quand même de servir à l'enseignement. Voilà. Donc, alors... l'élargissement d'abord. Alors, je reprends là juste des diapos qui sont celles de l'introduction du cours audio que j'ai fait pour les Marseillais, que d'ailleurs j'imagine ils pourraient mettre à disposition si cela leur était demandé. Bon. Donc l'élargissement c'est quoi? C'est d'abord de dire que l'immunologie ça n'existe pas et que c'est la science de la survie. Alors, voilà un pas en avant un peu brutal, mais enfin bon, c'est la science de la survie, c'est-à-dire que nous sommes bardés de mécanismes qui nous permettent de survivre. À titre d'exemple, on sait bien que les bébés bulles, les malheureux bébés qui ont une mutation grave dans le système immunitaire, ben, ils ne survivent pas. Donc à la limite, on peut dire qu'ils vivent, mais ils ne survivent pas. D'où cette expression. Donc, évidemment, je continue à utiliser le terme d'immunologie, mais je l'élargis donc de la façon suivante. La petite flèche, oui, d'accord. Ok. Donc, des mécanismes de défense naturelle. Alors, on se défend contre quoi? On se défend contre des problèmes extérieurs, largement les agents infectieux, mais aussi la nourriture, des blessures, etc. Bon, donc des systèmes de défense.
On se défend également contre des désordres intérieurs. Et bien entendu, c'est difficile de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, puisque par définition, un agent devient infectieux lorsqu'il pénètre à l'intérieur. Donc, sinon, il n'est pas infectieux. Donc, la différence n'est pas si grande. Mais il y a un point très important qui, à mon avis, est vraiment sous-estimé par beaucoup de biologistes, y compris en biologistes cellulaires et moléculaires, c'est le niveau des erreurs internes dans l'organisme. Alors, j'en donne quelques exemples très rapidement. On sait bien que la réplication de l'ADN fait des erreurs. Vous faites les calculs avec un taux de 10-9 d'erreurs. Chaque fois qu'une cellule se divise dans l'organisme, en gros, il y a au moins une erreur à la louche. Bon, d'où le vieillissement, les cancers, etc. Il y a un autre exemple que j'aime bien prendre parce qu'il est vraiment celui-là tout à fait sous-estimé. C'est les erreurs dans la synthèse des protéines. Le taux d'erreur d'incorporation d'un acide aminé dans la synthèse des protéines est entre 10-5 et 10-4. C'est colossal. Et donc, cela a énormément d'implications, non seulement, là encore, dans le vieillissement et un certain nombre de pathologies, mais aussi par le fait qu'à l'évidence, quand il y a tant d'erreurs, il faut gérer. Gérer, ça veut dire qu'il faut des mécanismes de correction des erreurs, et gérer, ça veut dire qu'il faut une voirie. Et comme vous le verrez, ça a un impact très important, enfin significatif sur la notion de spécificité dont Françoise a parlé avec beaucoup de justesse. Donc des erreurs, il y en a partout. Il y en a dans les reconnaissances, il y en a dans le métabolisme, il y en a partout, il y en a tout le temps. Et donc, il faut bien qu'il y ait des mécanismes, encore une fois, d'évacuation des déchets, mais de tri des déchets et de limitation des déchets. Et bien sûr, il faut donc des systèmes de contrôle de qualité et de correction des erreurs. Alors, le mieux connu, bien sûr, c'est la réplication de l'ADN avec, en gros, des mécanismes qui font 10-3 de précision chacun, donc 10-3 par 10-3 par 10-3, ça fait 10-9 et on est au niveau que l'on connaît. Maintenant, le parti pris que j'ai pris également dans cette présentation, c'est d'attaquer la complexité de front au lieu de l'esquiver. Bon. L'attaquer de front, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille avec les systèmes complexes, il y a un certain nombre de notions qui sont, qui sont pas difficiles en réalité, qui sont même banales quelque part, et qui sont finalement faciles à expliquer. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de la définition stricte des systèmes complexes, sauf que de vous dire quand même que, rapidement, un gaz, comme l'oxygène, ce n'est pas un système complexe. Il y a énormément d'éléments, mais ils sont identiques, et les règles d'interaction entre les éléments sont les mêmes, donc, ou pas très diverses. Donc, ce n'est pas complexe. La complexité, c'est autre chose. Et quand vous voyez les réseaux d'interaction des protéines, de levure, de Escherichia coli, de tout ce que vous voulez, là, vous avez un système complexe, beaucoup d'éléments différents, beaucoup d'interactions différentes, et des réseaux. Et donc, il faut rentrer dans la logique des réseaux. La notion, pour moi, la plus importante dans les systèmes complexes, enfin, il y a plusieurs notions importantes dans les systèmes complexes, mais une notion qui est tout à fait importante, c'est celle de robustesse. Un système complexe est robuste lorsqu'il résiste à des aléas extérieurs et à des erreurs internes. C'est exactement la définition du système immunitaire. Et c'est exactement la manière dont sont construits les avions. Un avion, c'est fait pour résister à un orage, et c'est fait pour résister. S'il y a un câble qui pète, ils sont en double, en triple, etc. Ça reste théoriquement sous contrôle. Donc cette notion de robustesse, en fait, elle dérive des sciences de l'ingénierie avant de dériver des sciences de la vie. Et si on en faisait l'histoire, on trouverait bien sûr que c'est ainsi que ça a été développé. Donc en fait, le système des défenses naturelles de l'homme ou de n'importe quel organisme, en fait, exprime la robustesse, est une expression, disons, de la robustesse du système complexe. Maintenant arrive la notion que des infections peuvent être détectées de deux manières, et on le sait très bien. La première manière, c'est que l'agent infectieux est détecté en tant que tel. La deuxième manière est indirecte, c'est que l'agent infectieux est détecté par les désordres qu'il provoque.
En gros, j'exagère un petit peu, mais c'est une bonne partie du système immunitaire des plantes, enfin du système de défense des plantes, qui fonctionne plutôt comme ça que par des systèmes de reconnaissance directe, sauf par les petits ARN dont on n'a pas le temps de parler. Donc, à partir du moment où on a dit que le système de défense est capable de reconnaître des désordres internes, il n'y a pas de raison qu'il reconnaisse que les désordres internes provoqués par les agents infectieux. Ça veut dire qu'il doit pouvoir reconnaître une bonne partie des désordres internes. Voyons maintenant quelles sont les grandes caractéristiques des systèmes de défense. Bien sûr, c'est un système qui a un nombre de couches considérable. Hein. Si vous êtes dans la logique des systèmes complexes, vous avez des systèmes à plusieurs couches, etc., mais qui est évidemment intégré. Il y a une chose à dire, je pense, c'est qu'en gros, à la louche, et bien entendu, il est impossible, et j'en dirai un mot, de déterminer les frontières du système immunitaire ou du système de défense, mais en gros, ça doit concerner 15 à 20% de l'organisme. C'est pas rien. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que c'est un organe en tant que tel parce qu'il est topologiquement non identifié, encore qu'il y ait des organes lymphoïdes, etc., etc. Mais enfin, vous avez le sang, la lymphe, etc. Mais vous avez tout ce qui se passe dans chacune des cellules, puisqu'en gros, chacune des cellules est capable de faire de l'interféron et à d'autres systèmes de défense. Donc, en réalité, ce système est disséminé dans tout l'organisme. Il inclut des mécanismes de surveillance très développés, des mécanismes de contrôle des erreurs, des mécanismes effecteurs, et bien sûr, il y a tout le problème de l'homéostase, de la régulation des équilibres qui se pose. Et a priori, tel que je le présente, en tout cas, il se préoccupe de la totalité de l'organisme et dans toutes ses dimensions. En d'autres termes, il n'y a pas à s'étonner, et au contraire, il y a à rechercher les relations entre le système de défense, le système immunitaire, le métabolisme, le microbiote, etc. Le système est nécessairement totalement intégré puisqu'il défend l'organisme et pas des organes de l'organisme. C'est le titre de mon bouquin, là, Le jeu du hasard et de la complexité, et je justifie quand même les deux termes. Les dangers que court l'organisme sont essentiellement des dangers du hasard. On peut évidemment être préférentiellement infecté par un moustique dans une certaine niche écologique, mais enfin, l'infection se fait quand même au hasard. Les erreurs sont généralement le fait du hasard. Donc les erreurs dans la réplication de l'ADN, dans la synthèse des protéines, dans la reconnaissance entre cellules, tout ça est le fait de hasard. Bien entendu, les mécanismes de défense qui se superposent ou se reconstruisent à l'intérieur du système sont des systèmes qui à la fois doivent se confronter au hasard, bien entendu, et utilisent eux-mêmes le hasard pour se confronter au hasard. Donc cette dimension du hasard est tout à fait intéressante à développer dans ces différentes dimensions. Un point important qui n'est pas de moi, qui est d'un nommé Doyle, qui m'a pas mal inspiré, je vais dire, c'est que quand on regarde l'évolution des espèces, au fond, la logique suggère que le moteur, ou un moteur principal, pour être plus rigoureux, qu'un moteur principal de l'évolution des espèces doit être l'amélioration de la robustesse, et pas forcément l'émergence de fonctions nouvelles. On peut renverser l'argument, et je suis, à vrai dire, prêt à le faire, mais c'est un argument d'évolution sur lequel on ne peut pas avoir de preuves stricto sensu, de dire que l'émergence des fonctions nouvelles est plutôt l'exception que la règle, tandis que l'amélioration de la robustesse est la règle dans l'évolution des espèces. C'est obligatoire, logiquement, de réfléchir dans cette direction. Maintenant, il faut des mécanismes effecteurs, mais tout commence par un système de surveillance. Et ce système de surveillance, il utilise tout ce qu'on sait, mais il faut qu'il voit idéalement l'intérieur des cellules. Et c'est là où intervient ce problème apparemment insoluble. Comment est-ce qu'un système de surveillance peut voir l'intérieur des cellules alors qu'il n'est pas censé pénétrer à l'intérieur des cellules?
Et l'astuce de ce problème totalement insoluble a priori est absolument géniale. L'astuce, c'est d'avoir un système d'échantillonnage statistique de l'intérieur des cellules qui se fait par l'intermédiaire, on le sait maintenant bien sûr, du complexe majeur d'histocompatibilité. Mais cette présentation générale permet d'expliquer également, ou de comprendre et d'insister sur le fait que ce regard de l'extérieur porté vers l'intérieur des cellules puisse agir, puisse concerner, ce que l'on sait aujourd'hui, à savoir qu'un certain nombre de métabolites, de lipides et d'autres métabolites sont présentés par les molécules non classiques du complexe majeur d'histocompatibilité, et de ce fait, la surveillance de l'intérieur des cellules se trouve élargie non seulement aux protéines ou à un échantillonnage statistique de peptides, donc provenant des protéines internes, mais se trouve élargie à quelques métabolites et notamment au métabolisme des lipides. Je pense qu'on peut attendre de ça de grandes avancées en matière de recherche parce que cela fait le lien entre un certain nombre de pathologies, par exemple l'athérosclérose et le système immunitaire. Alors, évidemment, l'un des choix de présentation que j'ai fait, encore une fois, en reconstruisant un plan par rapport à ce qui est habituellement enseigné, c'est de commencer par l'évolution des espèces. Et je pense que, incidemment, c'est un intérêt propédeutique significatif parce que ça permet d'introduire un certain nombre de termes, de les répéter, et on sait bien qu'il faut répéter pour se faire comprendre dans des choses nouvelles. Commencer par l'évolution des espèces, ça permet bien sûr d'introduire l'immunité innée et de développer ensuite vers le Big Bang, comme on dit, qui a donné naissance à l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est une couverture partielle. En termes de sécurité sociale, c'est la couverture partielle. L'immunité adaptative, c'est la couverture générale. Le Big Bang entre les deux a nécessité l'apparition d'un tas de trucs que vous connaissez aussi bien que moi, cellules B, cellules T, des organes, etc. Mais il y a quelques innovations totalement essentielles. Alors, les innovations essentielles, c'est donc cette reconnaissance de l'univers tridimensionnel des formes, cette innovation incroyable d'être capable de voir partiellement, mais de voir un peu l'intérieur des cellules, et deux inventions remarquables que Françoise a évoquées, mais que je synthétise de cette façon-là, c'est l'invention des gènes composites et l'invention des protéines composites. Les gènes composites, ce sont les gènes des immunoglobulines des récepteurs T, qui sont bien des gènes composites, ils sont faits de petits bouts, etc. Et les protéines composites, ce sont les complexes MHC peptides, parce que ce sont des protéines composites. Et donc on aurait tort de voir les molécules du MHC séparées des peptides. D'ailleurs, dans leur biosynthèse, ça n'a pas lieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, ce sont bien des protéines composites, et c'est le strict équivalent, finalement, des gènes composites en matière de génération de diversité. Je passe sur un certain nombre de choses, et le temps passe vite, et bien sûr, il y a ensuite quelques caractéristiques de la réponse adaptative. Alors, tous les éléments de la réponse adaptative, il en a déjà été un petit peu question, mais je voudrais insister sur un principe qui me paraît totalement important, c'est de se poser la question de pourquoi y a-t-il un système de reconnaissance duale. Ce système de reconnaissance duale dans la réponse adaptative, c'est les cellules B, les cellules T, les anticorps d'un côté, les peptides présentés par le MHC reconnus par le récepteur des cellules T. Je pense que la réponse à ça est très simple, c'est que ce système de reconnaissance duale est un système de contrôle de qualité. Et la raison pour laquelle il faut un système de contrôle de qualité est probablement que s'il y avait les anticorps tout seuls, il y aurait beaucoup trop d'erreurs qui seraient faites et le système ne serait pas viable. En tout cas, l'expérience de la lamproie
dont vous avez montré l'horrible apparence, parce que c'est vraiment une sorte de tube digestif marin, c'est un animal horrible, mais l'expérience de la lamproie, où se sont faites de magnifiques expériences, montre qu'il y a bien, avec une chimie totalement différente, un système de type anticorps, mais il y a également un système de type cellule T, ce qui suggère que les deux sont vraiment nécessaires. En tout cas, ils n'ont pas été séparés dans l'évolution réellement. Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que quand on fait quelques bêtes calculs intuitifs sur la statistique, vous dites, très bien, je me vaccine contre la grippe, là, j'ai quelques milliards de lymphocytes qui circulent dans le sang. Combien de temps il faut pour qu'un lymphocyte spécifique tombe sur l'antigène? Bon. Vaste problème, parce que si vous étiez en milieu purement soluble, les probabilités seraient proches de zéro. Donc il y a un vrai sujet. Et ce sujet se traite dans l'architecture des organes lymphoïdes et dans la régulation des trafics cellulaires, qui sont des thèmes, encore une fois, trop peu abordés et extrêmement importants. Je pense qu'une partie du futur de l'immunologie se trouve là-dedans, ce qui renvoie d'ailleurs au progrès des techniques d'imagerie, etc. Mais ça m'amène à une notion sur la spécificité qui est, je pense, importante. La première, c'est que la représentation clé-serrure qui décrit qu'on utilise pour décrire les relations enzyme-substrat, en fait, ça ne colle pas pour les interactions entre macromolécules. En fait, quand on regarde de près, ça ne tient pas. Ça ne tient que pour macromolécules et petites molécules. Pour deux petites macromolécules, ça ne colle pas. Quand on regarde maintenant les réactions dites spécifiques, et je suis totalement d'accord encore une fois avec Françoise, c'est souvent des successions d'étapes qui sont modérément spécifiques ou même pauvrement spécifiques, et c'est ça qui assure la spécificité finale, mais j'en reviens au même problème, c'est que ça engendre forcément beaucoup de déchets, puisqu'il y a forcément beaucoup de choses qui ne collent pas, et donc il faut soit recycler, soit etc., etc. En tout cas, il y a un principe de spécificité qui est à mon sens trop négligé, c'est qu'une bonne partie du système immunitaire et du système de défense fonctionne avec des agents, qui sont des molécules ou des cellules, qui sont là au bon moment, au bon endroit, et dans le bon état d'activation. Et donc, en immunologie des tumeurs, par exemple, on sait parfaitement que ça ne sert à rien d'avoir des cellules T activées, des CTL qui peuvent détruire la tumeur si elle n'arrive pas jusqu'à la tumeur. Effectivement, l'un des jeux darwiniens qui ont été évoqués, c'est la fabrication par la tumeur d'agents qui empêchent les dites CTL de parvenir à la tumeur. Donc, cette question de l'organisation dans l'espace et dans le temps du trafic des cellules et des molécules est absolument capitale et largement aussi importante au niveau de la spécificité que les questions de complémentarité des formes. Enfin, je voudrais revenir sur la question de la complexité et de l'intégration. Évidemment, la complexité des organismes vivants est extrêmement élevée. Mais je pense que quand on raisonne en termes de complexité, on est évidemment forcé de définir des sous-ensembles. Alors, ces sous-ensembles, on les définit, sinon on ne peut pas travailler, on ne peut pas penser, on ne peut rien faire. Donc, on est forcé de définir des sous-ensembles. Bien. Donc, ces sous-ensembles, qu'on appelle des modules, il y a des sous-ensembles physiques. Alors, un ribosome, c'est un sous-ensemble, ça va. On sait à peu près de quoi on parle. Une cellule, c'est un sous-ensemble caractérisé, ça a une membrane, on sait là encore à peu près de quoi on parle. Mais il y a d'autres sous-ensembles qui sont des systèmes qui sont en réalité virtuels, c'est-à-dire qu'on n'a pas de représentation ou de définition réellement physique de ce qu'ils sont. Et pour certains d'entre eux, je doute qu'on n'en ait jamais. Je ne suis pas sûr qu'on puisse identifier comme un module physiquement défini une cascade de traduction de signal qui part de la cellule, enfin de la surface de la cellule et qui arrive jusqu'au noyau.
Donc, il y a un point qui était vraiment, à mon avis, tout à fait important là-dessus, c'est que pour ces modules virtuels, ces sous-ensembles virtuels, ils sont censés être pertinents, mais la pertinence n'est établie que par la discussion. On tombe là sur une caractéristique réellement sociologique de la complexité, qui est que la gestion de la complexité requiert la discussion et l'organisation de la discussion. Ce n'est que si on tombe d'accord sur un certain nombre d'idées que cette idée prend corps et a une valeur. Ça n'empêche pas qu'une idée qui naît dans le crâne de personnes solitaires n'ait pas de valeur, mais sa valeur opérationnelle ne vaut que lorsqu'elle a été discutée et que lorsqu'elle a été endossée donc, par un certain nombre de chercheurs ou d'individus dans une communauté. Ça nous ramène à la question, bien sûr, des communautés qui sont si importantes dans le développement des disciplines. Pour dire ensuite que, bien entendu, l'immunité innée, l'immunité adaptative, on le sait bien, se suivent dans le temps, mais sont complètement intriquées. On sait très bien, par exemple, que les cellules B expriment des TLR, etc. Donc, on sait que c'est totalement intriqué. Mais je voudrais peut-être terminer sur le fait que le système immunitaire n'a pas de limites définies et elles sont indéfinissables. Donc je ne pense pas qu'il soit juste, sauf par convention, de parler de système immunitaire. C'est un module virtuel au sens où je l'ai défini. Et ce module virtuel n'existe que par la discussion et l'accord entre les personnes qui ont discuté. Donc dans cette salle, nous sommes quand même à peu près d'accord sur le fait qu'il y a un système immunitaire. Mais je dois dire que si je pouvais lui substituer le terme de système de défense naturelle, je pense que ce serait mieux approprié. Parce que le système de défense naturelle a le mérite de couvrir également de façon claire toute la problématique des systèmes d'erreurs internes, enfin des erreurs internes, des systèmes de correction des erreurs qui sont associés, des systèmes de contrôle de qualité. Et donc je pense qu'on aurait une meilleure définition de ce qu'on veut traiter. Et je pense que c'est un point de clarté pour ceux qui se frottent à cette discipline que d'avoir une notion un peu plus large, en réalité pour commencer, que la notion plus étroite que l'on attribue d'habitude à l'immunologie. Alors, bien sûr, comme je l'ai déjà dit dans cette perspective du système immunitaire, ou plutôt du système de défense distribué et intégré dans l'organisme, ça chevauche tout. Et il n'y a absolument aucune raison de priver la réflexion d'aller s'égarer ou s'amuser dans des domaines connexes. Le métabolisme, par exemple, c'est évidemment extrêmement important dans le système immunitaire. On le découvre, entre guillemets, de temps à autre, mais pas assez souvent. On sait bien que mTOR et tout ce système joue un rôle dans le système immunitaire, la leptine, enfin bon, on a beaucoup de données. Mais on ne va pas s'étonner non plus que la chronobiologie commence à infiltrer l'immunologie. C'est absolument évident que la chronobiologie va infiltrer l'immunologie par le biais, en tout cas, de la gestion de l'énergie et du métabolisme. Et donc, le fait que l'on commence à se demander dans certaines enceintes s'il ne faudrait pas vacciner à certaines heures plutôt qu'à d'autres, n'est pas si stupide que ça. Il faut attendre, bien sûr, que la science et les données, l'épidémiologie fournissent des preuves. Mais il n'y a pas à s'interdire de réfléchir selon cette ligne. Et last but not least, bien entendu, la connexion entre le système nerveux et le système immunitaire est analysée de plus près. Alors on sait déjà à quel point le microbiote constitue donc les flores, mais notamment la flore intestinale, constitue ce qu'on appelle maintenant un organe de plus. Et oui, c'est un organe de plus, effectivement. C'est un organe complexe qui obéit d'ailleurs aux mêmes règles mais c'est un organe finalement robuste. Hein. Mais quand on voit les liens entre la flore intestinale, l'état d'inflammation chronique de l'individu, quand on voit que
certaines conditions de vie influent sur l'état d'inflammation chronique des individus. Ça, c'est à peu près démontré aujourd'hui. Quand on sait par ailleurs que physiquement les ganglions sont innervés, bien entendu, que de l'interleukine 6 circule dans les ganglions, etc., il n'y a aucune raison de ne pas s'intéresser aujourd'hui à la neuropsycho-immunologie comme discipline émergente et qui probablement aura un bel avenir. En tout cas, pour conclure, je voudrais dire que je crois vraiment sincèrement qu'en chahutant un petit peu les plans habituels, là, on peut arriver à quelque chose de plus clair, de plus facile à transmettre, mais bien entendu, c'est à vous d'en juger. Merci.